Nous n'avons pas mis de couvert pour toi. Cette année, c'est pour les gens qui sont vraiment présents pour la famille, a dit ma mère en tendant à ma sœur une enveloppe pleine d'euros. J'ai simplement souri, posé ma fourchette et je suis parti. Le lendemain matin, ces cartes ont été refusées et une dépanneuse est entrée dans leur allée. Nous n'avons pas mis de couvert pour toi. Cette année, c'est pour les gens qui sont vraiment présents pour la famille. C'est ce que ma mère a dit en tendant à ma sœur une enveloppe si remplie d'argent qu'on aurait dit qu'elle avait un battement de cœur. Chloé a gloussé comme si c'était une sorte de blague entre elles. Mon père ne m'a même pas regardé, il a simplement continué à découper la dinde comme si c'était un jour de fête ordinaire. Ma place à table avait disparu. Littéralement, il l'avait enlevée. J'ai simplement souri, posé ma fourchette et je suis parti. Peu importait que j'ai conduit 2 heures pour être là. Peu importait que j'ai apporté une bouteille de vin qui coûtait plus cher que toute la tenue de ma mère. Rien de tout cela n'avait d'importance. Le message était clair, je ne faisais plus partie des leurs. Et ils avaient raison. Non pas parce que je ne me souciais pas de la famille, mais parce que j'avais enfin cessé de venir juste pour me faire utiliser. Ils pensaient que cela me briserait. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'ils m'avaient déjà brisé il y a longtemps. J'avais juste arrêté de le montrer. C'est presque drôle de voir à quel point leur mémoire est courte. Ils ont oublié qui les a sortis du pétrin quand le fisc a frappé à leur porte. Ils ont oublié qui a payé les 3 derniers semestres de Chloé après qu'elle a raté son stage et perdu sa bourse. Ils ont oublié qui envoyait discrètement de l'argent chaque mois juste pour que les lumières restent allumées et que le Wi-Fi ne soit pas coupé. Et d'une manière ou d'une autre, je suis devenue l'étrangère. La première fois qu'ils se sont retournés contre moi, c'était subtil. Des remerciements oubliés. Une conversation de groupe familial à laquelle je n'ai pas été ajouté. Puis une année, ils ont oublié mon anniversaire. Mais ça, c'était quelque chose de nouveau. C'était théâtral. C'était un message. Alors j'en ai renvoyé un. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout démanteler, tous les filets de sécurité que j'avais construits pour eux au fil des ans. Des systèmes de soutien silencieux et invisibles dont ils dépendaient mais qu'ils n'ont jamais reconnus. L'aide financière pour les études de Chloé, supprimée. Le compte que maman utilisait pour le prélèvement automatique de la facture d'électricité, gelé. Le camion de papa, celui dont il se vantait d'avoir fait une super affaire, saisi à 10 heures du matin. Le lendemain, je n'ai même pas eu besoin de passer un appel. J'ai juste désactivé quelques trucs, comme on éteint des interrupteurs dans une maison où l'on n'habite plus. À midi, leur téléphone devait probablement être en surchauffe. Maman a essayé de m'appeler 10 fois ce jour-là, puis m'a envoyé des textos, puis des courriels. Elle a même laissé un message vocal, ce qu'elle ne fait jamais. Papa m'a finalement envoyé un texto d'un seul mot, s'il te plaît. Chloé a publié quelque chose de critique sur Instagram à propos des serpents dans la famille. J'ai fait une capture d'écran et j'ai ri. Elle n'avait aucune idée quelle était la seule raison pour laquelle il mangeait du steak au lieu de nouilles instantanées depuis quelques années. La plupart de l'argent que je leur donnais finissait de toute façon sur son compte pour son loyer, ses frais de scolarité, son été en Italie. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il m'en coûtait réellement de tout faire tourner. Les nuits blanches, le 2e emploi que j'ai pris pendant 1 an, les dettes que je portais. Je ne leur ai jamais dit parce que je pensais les protéger. En fait, je ne faisais que leur permettre de continuer. Et quand j'ai finalement arrêté, leur petit monde a commencé à s'effondrer. Mais voilà le truc, je ne l'ai pas fait pour les punir. Je l'ai fait pour survivre. Parce que quand quelqu'un ne cesse de vous prendre, année après année, et vous regarde toujours comme si vous étiez le problème, à la fin, soit vous coupez les ponts, soit il vous vide jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et je n'allais plus laisser ça arriver. Mais ce qu'aucun de nous ne savait, pas encore, c'est que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Les 3 jours suivants ont ressemblé à l'œil du cyclone. Un calme qui n'était pas paisible, mais plutôt comme le silence qui précède la rupture. Pas d'appel, pas de texto, pas le moindre chantage affectif de ma mère ou une pique sarcastique de Chloé. Rien. Juste le silence là où il y avait autrefois tout le bruit. Je n'ai pas non plus cherché à les joindre. Je n'allais pas le faire. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai laissé les messages s'accumuler. C'était la première fois depuis des années que je ne me sentais pas responsable de la température émotionnelle de toute la famille. C'était étrange, comme de lâcher une corde dont je ne réalisais pas qu'elle me brûlait les mains depuis une décennie. Le 4e jour,
la fissure a commencé à apparaître. Un message d'une cousine dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 6 mois est apparu. Je prends juste de tes nouvelles, disait-elle. La publication de ta mère ce matin semblait intense. C'est la première fois que j'en entendais parler. J'ai cliqué et je l'ai vu, une publication vague sur Facebook à propos de la loyauté et du fait que certaines personnes ne vous aiment que lorsque vous êtes utile. Les commentaires étaient pleins de sympathie. Faux amis, a écrit quelqu'un. La famille peut être la plus grande source de déception, a dit un autre. Je n'avais aucune idée qu'ils payaient leurs factures d'électricité depuis 3 ans. Je n'ai pas répondu à la cousine. Je n'ai pas commenté. Je ne me suis pas défendu. Je n'en avais plus besoin. C'était tout l'intérêt. Mais les choses se sont rapidement accélérées après ça. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un courriel de quelqu'un du bureau d'aide financière de l'université de Chloé. Elle était confuse. Elle disait que Chloé m'avait mentionné comme contributeur financier pour sa réinscription, mais qu'il y avait des divergences. Les dossiers ne correspondaient pas, probablement parce que je m'étais officiellement retiré comme sa cosignataire 2 jours plus tôt. J'ai répondu par une seule phrase, je ne suis responsable d'aucun soutien financier à l'avenir. J'ai mis Chloé en copie du courriel. Je n'ai pas eu de réponse. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 14 appels manqués de ma mère. Elle a laissé 3 messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés, j'ai lu les transcriptions, qui étaient encore pires. Le dernier disait juste, nous devons parler. C'est important. Toujours pas d'excuses. Pas même une mention de ce qui s'était passé au dîner. Ils n'appelaient pas parce que je leur manquais. Ils appelaient parce que les choses dérapaient, vite. Ils pensaient que je bluffais. Ils avaient toujours pensé que je bluffais. La maison était la suivante. C'était la seule chose qu'ils n'avaient jamais remise en question, probablement parce qu'ils n'avaient jamais vraiment compris à quel point ils avaient été proches de la perdre la première fois. Mon père avait manqué 6 paiements après avoir été licencié mais avait menti à ma mère à ce sujet. Je l'ai découvert grâce à une lettre transférée à mon ancienne adresse. C'est à ce moment-là que je suis intervenu, que j'ai remboursé le solde en retard et que j'ai repris l'hypothèque à mon nom pour éviter la saisie. Je ne lui ai jamais dit ce qui s'était réellement passé. Je pensais la protéger. En fait, je ne faisais que le couvrir, comme toujours. Alors ce matin-là, j'ai appelé la société de crédit immobilier. Je leur ai dit que j'étais prête à libérer la propriété de mon nom. Je ne renouvellerai pas l'accord à la fin de l'année. La femme au téléphone m'a demandé 3 fois si j'étais sûr. Je lui ai dit que je n'avais jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Elle m'a dit qu'ils enverraient un dernier avis. Courrier recommandé. 7 jours. 2 heures plus tard, ma mère s'est présentée à ma porte. Sans prévenir, sans texto, juste elle, debout sur mon perron comme si le monde ne s'était pas retourné il y a 4 jours. J'ai ouvert la porte et l'ai fixée, sans rien dire. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle n'avait même pas l'air surprise, juste désespérée. Elle m'a demandé ce que je faisais. A dit que la maison n'était pas seulement la leur, c'était la maison de famille. Je lui ai demandé si c'était toujours la maison de famille quand il n'avait pas mis de couvert pour moi. Elle n'a pas répondu. Puis elle a dit que j'étais cruel, que je les punissais. Je lui ai dit que j'en avais fini de réparer les choses pour des gens qui refusaient d'admettre qu'ils étaient brisés, qu'à chaque fois que je venais, ils me repoussaient un peu plus. Maintenant, ils n'avaient plus à s'inquiéter de ça. Elle a dit que j'étais froide. J'ai dit que j'avais enfin chaud parce que la vérité, c'est que j'étais morte de froid dans cette famille pendant des années, debout à l'extérieur du cercle, tenant le bois de chauffage pendant qu'il se réchauffait les mains. Elle est partie sans dire au revoir, et je suis resté là, sur le pas de la porte, à la regarder monter dans une voiture qui, techniquement, m'appartenait encore. Il restait 5 jours avant l'arrivée de l'avis concernant la maison, et je n'avais même pas encore touché à leur crédit. Le premier vrai signe qu'il s'effondrait est apparu le matin du 4e jour. Jusque-là, il n'y avait eu que du silence et des messages vocaux épars. Mais vers 10h30, mon téléphone a commencé à exploser d'appels provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. L'un était local, le suivant non. Le 3e est venu avec un message vocal. Ce n'était pas ma mère, ni Chloé. C'était le patron de mon père. Il semblait mal à l'aise, comme s'il n'était pas sûr de devoir appeler. Il a dit que mon père m'avait inscrite comme son contact d'urgence et m'a demandé si je pouvais le rappeler. Quelque chose s'était passé. C'est tout ce qu'il a dit.
Puis il a raccroché. Je n'ai pas rappelé. 15 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de ma tante pas la gentille, celle qui ne me contactait que lorsqu'elle avait besoin d'aide pour déplacer des meubles ou comprendre comment réinitialiser son mot de passe de banque en ligne. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle a juste dit, ton père s'est effondré au travail. Ils l'ont emmené aux urgences. Lié au stress, il pense. Il te demandait. Celui-là est resté un peu plus longtemps dans ma poitrine, mais je n'ai toujours pas bougé. Parce que je les avais demandés si souvent, discrètement, à plusieurs reprises pendant des années. Je les ai demandés quand je luttais pour payer mon loyer tout en couvrant leur hypothèque. Quand j'épuisais mes économies pour maintenir Chloé à l'école. Quand j'étais seul dans une nouvelle ville à construire une vie à partir de rien et qu'ils ne pouvaient même pas se souvenir de mon anniversaire. Ils ne sont jamais venus, pas une seule fois. L'après-midi, la deuxième vague de retombées a commencé. Chloé a craqué la première. Son texto était long, décousu, oscillant entre la colère et la panique. Elle disait que son stage avait été annulé. Qu'il y avait une sorte de signal d'alarme bizarre dans ses déclarations financières. Que maintenant elle ne pouvait plus entrer dans le programme de master auquel elle avait postulé. Que maman la blâmait. Que j'avais tout gâché. Et puis elle a dit les mots qui m'ont fait éclater de rire même si mon estomac se nouait, arrange ça, comme tu le fais toujours. Voilà. Pas un seul mot sur ce qu'ils avaient fait. Aucune excuse, aucune reconnaissance que j'avais payé sa vie avec la mienne. Juste l'attente que je vienne discrètement tout faire disparaître à nouveau. Je n'ai pas répondu. Et pendant un moment, j'ai pensé que ce serait tout. La spirale finale, l'effondrement de tout ce gâchis que j'avais maintenu debout plus longtemps que j'aurais dû. Mais ce soir-là, quelque chose est arrivé que je n'avais jamais vu venir. Vers 19 h, je suis rentré du travail et j'ai vérifié ma boîte aux lettres. Parmi le courrier habituel se trouvait une petite enveloppe de couleur crème. Pas de logo, juste mon nom écrit d'une écriture que je reconnaissais mais que je n'avais pas vue depuis longtemps. Madame Dubois. Elle habitait à côté de chez nous quand nous étions enfants. Elle gardait Chloé et moi après l'école quand mes parents travaillaient tard. Elle a été la première adulte à me dire que c'était normal de vouloir la paix. Elle a déménagé il y a 10 ans. Je n'avais plus eu de ses nouvelles depuis. Le mot était court, juste un paragraphe, Amélie, j'ai entendu des choses. Je ne sais pas ce qui est vrai, mais je sais ceci, quand une famille s'appuie trop lourdement sur le plus fort, elle oublie comment se tenir debout. Tu les as soutenus pendant trop longtemps. Ils n'aimeront pas ce qui se passera quand tu arrêteras, mais cela ne veut pas dire que tu as tort. Ne reviens pas juste parce qu'ils trébuchent. Ce n'est plus ton travail. En bas, elle a ajouté, choisis-toi cette fois. Je me suis assise au comptoir, tenant cette lettre comme si c'était quelque chose de sacré, parce que d'une manière ou d'une autre, cette femme qui ne nous avait pas vus depuis plus d'une décennie me comprenait toujours mieux que les gens qui partageaient mon sang. Mais la nuit réservait encore une dernière surprise. À 23h57, juste au moment où j'allais me coucher, la sonnette a retenti. Pas un coup frappé, une sonnerie calme et délibérée. Ma première pensée a été que ma mère était de nouveau venue. J'ai vérifié la caméra sur mon téléphone. Ce n'était pas elle. C'était quelqu'un que je n'avais pas vu depuis près de 12 ans, Mathieu, mon frère aîné, celui qui avait quitté la famille à 25 ans et n'était jamais revenu. Celui dont il disait qu'il nous avait abandonnés, comme s'il avait juste décidé de cesser d'exister. Mais maintenant, il était sur mon perron, les mains dans les poches de sa veste, le même visage, juste plus vieux. Fatigué, comme moi. J'ai ouvert la porte mais n'ai rien dit. Il m'a regardé et a dit, le plus calmement du monde, j'ai entendu dire qu'il t'avait fait le même coup, à toi aussi. Je n'ai pas demandé comment il le savait. Je n'ai pas demandé comment il m'avait trouvé. Je me suis juste écarté et l'ai laissé entrer. Parce que soudain, il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait d'un schéma, d'une histoire, d'une famille qui dévorait quiconque osait sortir du scénario. Une famille qui ne vous aimait que lorsque vous donniez plus que ce que vous aviez. Maintenant, nous étions deux à l'extérieur, commençant enfin à voir les choses telles qu'elles étaient. Mathieu n'a pas frappé à la porte comme quelqu'un qui rend visite. Il se tenait là comme quelqu'un qui retourne dans un endroit qu'il connaît trop bien. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'une décennie, mais son visage n'avait pas beaucoup changé. Plus vieux? Oui. Fatigué. Les mêmes yeux, cependant. Le même regard, comme s'il avait déjà compris comment tout cela se terminerait.
Je l'ai laissé entrer sans un mot, et nous nous sommes assis sur le canapé pendant un moment, nous passant une bière. Pas de banalité, pas de questions sur comment la vie avait été. Juste le silence, la familiarité et quelque chose qui semblait plus lourd que ce que l'un ou l'autre d'entre nous voulait nommer. Il a finalement rompu le silence. J'ai vu la crise de Chloé sur les réseaux sociaux. Puis quelqu'un m'a envoyé la publication de maman. Il n'a pas dit qui. Je n'ai pas demandé. Puis il a ajouté, j'ai compris que c'était enfin ton tour. Ça a frappé plus fort que ça n'aurait dû, parce qu'il n'avait pas tort. Il avait eu son tour. Il avait été le premier bouc émissaire. Celui qu'ils disaient avoir abandonné la famille. Celui sur qui ils ont tout rejeté pendant des années. À la façon dont ils ont réécrit l'histoire, on aurait dit que Mathieu avait incendié la maison et disparu. Mais tout ce qu'il avait fait, c'était d'arrêter de répondre à leurs appels après qu'il les rendus responsables de choses qu'aucun jeune de 20 ans ne devrait porter seul. Il m'a raconté des choses que je n'avais jamais sues. Que quand il est parti, il n'avait ni voiture ni emploi en vue. Il a juste fait un sac et a disparu parce que rester lui donnait l'impression d'être un fantôme dans sa propre peau. Il a envoyé de l'argent à la maison pendant un certain temps, puis un mois il ne l'a pas fait, et maman l'a traité de raté dans la conversation de groupe familial et l'a bloqué partout. Je lui ai parlé de la maison, des frais de scolarité de Chloé. De la fois où j'ai appelé en pleurant parce qu'on m'avait coupé l'électricité et que maman m'a dit que peut-être Dieu essayait de m'apprendre une leçon. Mathieu n'a pas eu l'air surpris. Il a juste dit, tu penses être la forte, mais tu es juste la dernière qui reste. Nous n'avons pas pleuré. Nous n'avons pas parlé en métaphore. Nous sommes juste restés avec ça, deux enfants qui avaient porté le poids pour des gens qui n'avaient jamais remarqué les bleus. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devenir folle. Je me sentais comprise, et c'était plus effrayant que tout le reste parce que cela signifiait que ce n'était pas une erreur ponctuelle. C'était un schéma, un système. Il est parti tôt le lendemain matin. Pas de longs adieux, Justin, fais-moi signe quand tu seras prête à en finir pour de bon, dit calmement. Je pensais que je l'étais déjà, mais je n'avais encore rien vu. Cet après-midi-là, ma mère est revenue. Elle n'a pas prévenu par texto, elle a juste frappé. Cette fois, mon père était avec elle. Il se tenait derrière elle comme une ombre, silencieux et abattu. Je n'ai pas ouvert la porte, je les ai juste regardés à travers le Judas pendant qu'elle frappait encore et encore. Finalement, elle a glissé une note pliée sous la porte. J'ai attendu qu'ils partent avant de la ramasser. C'était court, écrit au stylo bleu sur du papier ligné, quelques lignes de ce qui, je pense, devaient être des excuses. Nous n'avions pas réalisé tout ce que tu faisais. Nous pensions que tu allais bien. Chloé a traversé une période difficile et nous avions peur. Nous sommes désolés. Mais ensuite, en bas, la vraie raison de sa venue, on a juste besoin de toi en ce moment. On réglera le reste plus tard. Cette phrase m'a frappé comme une brique. Pas « on t'aime ». Pas « on veut changer ». Pas même « on est désolé de t'avoir blessé ». Juste « on a besoin de toi ». Parce que c'était la vérité. Je ne leur manquais pas. Ce qui leur manquait, c'est ce que je leur donnais, l'argent, la stabilité, le travail invisible dont j'avais enveloppé toutes leurs erreurs. Le système leur manquait, pas la personne. Et je ne faisais plus partie du système. Le lendemain matin, la situation a empiré. Je me suis réveillé avec un courriel de mon service de surveillance du crédit. Quelqu'un avait essayé d'ouvrir une carte de magasin à mon nom. Je l'ai regardée pendant un long moment. Elle avait été signalée et refusée, heureusement, mais quelqu'un avait essayé. Quelqu'un qui avait mon nom complet, mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance. Et il n'y avait que 3 personnes qui avaient jamais eu ces informations, ma mère, mon père et Chloé. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas demandé qui l'avait fait. Je n'en avais pas besoin. J'ai tout verrouillé, alerte à la fraude, gel de l'identité, nouveau compte, nouveau mot de passe. J'ai changé mes informations bancaires et signalé l'hypothèque au cas où quelqu'un deviendrait audacieux. Je savais à quel point les gens peuvent devenir désespérés quand ils commencent à réaliser que le puits est à sec. Et ma famille paniquait. Je pouvais le sentir à travers le silence. La maison était toujours en défaut de paiement. L'école de Chloé ne la laissait pas s'inscrire. Mon père n'était pas encore retourné au travail. La seule chose qui empêchait leur vie de s'effondrer complètement était l'espoir que je pourrais encore revenir. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas encore,
et ce que je commençais à peine à comprendre moi-même, c'est que quelque chose en moi s'était brisé ce soir-là à table. Pas une fissure, pas une fracture, une rupture nette. Et une fois que quelque chose se brise comme ça ne revient jamais comme avant. La version de moi qu'ils attendaient? Elle était partie. Mais ce qui allait suivre? C'était quelque chose pour lequel aucun de nous n'était prêt. Le silence ne s'est pas arrêté. Il a changé. Il est passé d'agressif à incertain, comme s'il n'était plus sûr que me contacter améliorerait ou aggraverait les choses. Pour la première fois, il semblait avoir peur de ce que je pourrais faire ensuite. C'était nouveau. L'avis de saisie était arrivé à leur porte 2 jours plus tôt. Je connaissais la date. Je connaissais l'heure de livraison. Je n'avais pas besoin qu'ils me le confirment. Le silence était une confirmation suffisante. Il n'y a pas eu d'explosion, pas d'appel dramatique, pas de supplication, juste une acceptation silencieuse. Je n'étais pas sûr si cela signifiait qu'ils avaient enfin compris ce que je faisais ou s'ils tenaient encore bon, attendant que je craque la première. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Chloé m'a envoyé un courriel. Pas un texto, pas un mème transféré destiné à ouvrir une conversation comme si de rien n'était. Un vrai courriel. Je l'ai lu 3 fois avant de croire qu'il venait d'elle. L'objet était simplement « Amélie ». Elle a écrit « Je ne savais pas. Je pensais que maman et papa couvraient tout. Je pensais que tu aidais juste quand tu en avais envie. Je ne savais pas que l'hypothèque était à ton nom. Je ne savais pas que les paiements de l'école, c'était toi. Je ne savais pas pour la voiture. Je ne savais pas. Je ne pense pas avoir jamais demandé. » Elle a terminé par « Je ne sais pas comment réparer ça. » Il n'y avait aucune manipulation là-dedans. Pas de flatterie, pas de demande d'aide, juste l'effondrement lent d'une personne qui avait été soutenue par des mains invisibles pendant des années et qui n'avait jamais regardé en arrière pour voir à qui elles appartenaient. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je la détestais. Ce n'était pas le cas. J'en avais juste fini de donner des réponses gratuitement. J'ai passé le lendemain à parcourir mes dossiers, à imprimer tout ce dont j'avais des copies, courriels, reçus, confirmations de paiement. Non pas parce que je prévoyais de les utiliser, mais parce que j'avais l'impression de récupérer quelque chose. Une décennie de preuves que je n'avais pas imaginé tous ces dons. Une trace écrite de tout ce sur quoi j'avais gardé le silence. Et puis, de nulle part, j'ai reçu un appel de la société de crédit immobilier. Je pensais que c'était une routine, peut-être une mise à jour sur le transfert final. Mais la femme au téléphone m'a dit que quelqu'un avait effectué un paiement partiel sur le solde. Ce n'était pas de moi. Ce n'était d'aucun des comptes familiaux liés. C'était un chèque de banque, anonyme. Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps pour deviner de qui il s'agissait. J'ai appelé Mathieu. Il a décroché à la 2e sonnerie, comme s'il attendait mon appel. Tu n'avais pas à faire ça, j'ai dit. Il n'a pas nié. Il a juste dit, je sais, mais je me suis dit que s'ils doivent se noyer, ils devraient savoir ce que ça fait de faire du surplace pendant un petit moment. Je lui ai demandé quel était l'intérêt. Pourquoi le faire? Pourquoi leur donner du temps? Parce que tu avais besoin d'espace pour respirer, a-t-il dit. Je sais ce que ça fait de partir trop vite et de ne pas être prêt. Ça te perturbe plus tard. Je ne te fais pas ça. Nous avons parlé un moment après ça de choses que nous n'avions jamais dites à voix haute, comme la façon dont nos parents nous avaient toujours fait sentir comme des agents de recouvrement dans notre propre maison. Comme si l'amour devait se mériter. Comme si la loyauté devait être payée en plusieurs versements. Je lui ai parlé de la tentative de carte de crédit, de la façon dont quelqu'un avait essayé d'ouvrir un compte à mon nom. Je n'ai même pas eu besoin de le dire. Il savait déjà que ça devait être Chloé ou maman. Il n'a pas eu l'air surpris. Il a juste dit, ils n'ont plus de moyens de te contrôler. Alors maintenant, ils essaient de construire quelque chose avec tes morceaux. J'ai raccroché, me sentant à la fois plus légère et plus éveillée que je ne l'avais été depuis des semaines. Plus tard dans la nuit, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai ouvert le dernier message sans réponse de maman, celui qu'elle avait envoyé quelques jours avant Thanksgiving, « Tu viens pour Noël cette année? On veut bien faire les choses. » Cela ressemblait à un appât, comme si elle agitait le mot « bien », comme s'il signifiait quelque chose. J'ai tapé ma réponse avec soin, chaque mot mesuré. Si je viens, je ne paie rien. Je ne répare rien. Je ne conduis personne. Je ne reste pas tard. Je n'apporte pas de cadeaux.
Si quelqu'un mentionne que je ne suis pas présente pour la famille, je partirai sans dire un mot. Je ne suis plus votre filet de sécurité. Si ça te va, je viendrai. Sinon, ne réponds pas, il lui a fallu 6 heures pour répondre. Compris. Viens si tu veux. Aucune attente. Ce n'était pas chaleureux. Ce n'était pas aimant. Mais c'était la première fois qu'elle écrivait quelque chose sans essayer de le transformer en culpabilité. Et c'était déjà quelque chose. J'en ai parlé à Mathieu. Il a ri. Tu réalises ce qui se passe, n'est-ce pas, a-t-il dit. Ils espèrent que tu reviendras et que tu oublieras. Ils espèrent que l'amour fera ce que la honte faisait avant. Ils n'avaient pas tort. J'y allais quand même. Non pas parce que je voulais réparer quoi que ce soit, mais parce que j'avais besoin de le voir. J'avais besoin d'entrer dans cette maison et de sentir avec ma propre peau à quel point ce serait différent cette fois. J'étais toujours la même fille, mais je n'étais pas la même version d'elle. Et ils allaient sentir la différence dès que je franchirais la porte. Je suis arrivé devant la maison la veille de Noël vers 16h30, juste au moment où le soleil commençait à disparaître derrière les arbres. Tout semblait pareil, comme toujours, la même allée fissurée, les mêmes guirlandes de Noël affaissées, suspendues par la moitié de leurs attaches. Mais quelque chose semblait différent cette fois. La maison ne vibrait pas de sa pression habituelle. Elle était juste là, immobile, en attente. Je n'ai pas apporté de cadeaux. Je n'ai pas apporté de bouteilles de vin. Je n'ai même pas apporté de sac de voyage. Juste moi-même, un petit récipient de légumes rôtis que j'avais préparé par habitude, et une ligne ferme dans mon esprit que je ne franchirais pas. Maman a ouvert la porte. Ses yeux m'ont scruté comme si elle essayait de lire la température de la pièce avant de parler. Elle n'a pas dit grand-chose, juste, contente que tu aies pu venir, comme si nous n'avions pas été en guerre quelques semaines auparavant. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Elle n'a pas essayé. À l'intérieur, c'était plus calme que d'habitude. Moins de décoration, pas d'odeur de bougie à la cannelle. La maison semblait tendue. Ou peut-être qu'elle semblait simplement honnête. Chloé était dans la cuisine. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Quand elle l'a finalement fait, elle a fait un petit signe de tête. C'était tout. Pas de joie forcée, pas de sarcasme, juste une simple reconnaissance que j'étais là et que quelque chose entre nous avait changé. Le dîner était inconfortable. Pas tendu, juste inhabituel. Comme si tout le monde attendait un signal qui ne venait pas. Je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai mangé, débarrassé mon assiette et suis resté assise pendant le dessert sans proposer d'aider à faire la vaisselle. Ils ne m'ont rien demandé. Ni argent, ni aide, ni conseil. Cette partie était nouvelle et lourde. Une fois la table débarrassée, ma mère a demandé si nous pouvions parler en privé. Je l'ai suivie dans le bureau, la pièce que personne n'utilisait jamais sauf pendant les fêtes ou les disputes. Elle s'est assise la première. Je suis resté debout. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas excusée de nouveau. Elle a juste dit, je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. Je lui ai dit que je savais. J'ai expliqué comment cela avait commencé avec de petites choses. Un prêt de 200 € qui s'est transformé en une attente régulière. Une co-signature pour un prêt qui est devenu ma dette. Une supposition tacite que je serais toujours disponible, que je serais toujours là, que je ne dirais jamais non. Elle a écouté pour une fois. Elle a vraiment écouté. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, on pensait que tu allais bien parce que tu ne nous as jamais dit que ce n'était pas le cas. J'ai eu envie de crier. J'ai eu envie de demander combien de fois j'étais censé expliquer que je me noyais alors qu'ils étaient trop occupés à me demander de les porter. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'ai réalisé quelque chose, peu importe combien de fois j'essayais de l'expliquer. Il n'allait jamais l'entendre tant que l'aide ne cesserait pas. Alors je l'ai dit une fois de plus, doucement. Je ne suis plus votre plan de secours. Je vous aime, mais je ne vais pas me sacrifier pour que vous puissiez continuer à prétendre que tout va bien. Elle a hoché la tête. Pas rapidement, pas de façon dramatique, juste un petit hochement de tête lourd. Je suis sorti de la pièce et dans le couloir, où Chloé attendait. Elle n'a pas parlé tout de suite. Puis elle a dit, j'ai trouvé un travail. Pas ce que je voulais, mais c'est le mien. J'ai hoché la tête. Bien. Elle a ajouté, je ne te demanderai plus d'aide. Non pas parce que je n'en veux pas, mais parce que je dois trouver comment me tenir debout sans que tu me soutiennes. Ce n'était pas le pardon.
Ce n'était pas la réconciliation. Mais c'était quelque chose comme un début. Je suis parti avant 21 heures. Pas d'accolade, pas de sortie dramatique, juste un signe de la main, une porte qui se referme derrière moi et le son de mes propres chaussures sur l'allée. Dans les semaines qui ont suivi, ils ont encore essayé de me contacter. Surtout de petites choses, des nouvelles, des prises de contact. Mais la demande a cessé. Le chantage émotionnel a pris fin. Et même si une partie de moi attendait que ça recommence, ça n'est jamais arrivé. Je sais qu'ils espèrent toujours que j'interviendrai si les choses tournent mal à nouveau. Ils pensent probablement que le temps m'usera. Mais j'ai fait la paix avec quelque chose cette froide nuit de décembre. Je ne leur dois pas ma ruine. Je ne leur dois pas la version de moi qui saigne en silence pendant que tout le monde mange. Nous sommes toujours une famille maintenant, mais seulement parce que la version de moi qui était toujours présente a finalement cessé de se montrer comme il s'y attendait. Et les seules conditions qui comptent maintenant sont les miennes.